Bonjour à tous et merci d'être venus. Euh, cette conférence, je l'ai écrite il y a 5 ans pour Devox et tous les ans je la proposais et tous les ans elle passait pas. Et cette année, Alléluia, elle est passée, donc je suis extrêmement content d'être là avec vous pour en parler. Comme quoi, faut être patient. Je m'appelle Clément Delafargue, je raconte des conneries sur Twitter, je ne blogue plus depuis 1 an et demi et je bosse chez Clever Cloud. Hop, rapidement. Clever Cloud, vous êtes peut-être passé sur notre stand. On fait de l'IT automation, c'est-à-dire qu'on va gérer tout le cycle de vie de vos applications, le déploiement, les backups, la montée en charge automatique et ainsi de suite. Il se trouve qu'on va affubler du titre de CTO là-bas. Mais en vrai, moi je suis un développeur et je suis un développeur fonctionnel depuis quelques années. Il y a un moment, je me suis dit, je vais arrêter de faire du PHP et je vais plutôt faire du Scala. Plutôt une décision que je regrette pas. Alors pourquoi je me suis mis à arrêter de faire du PHP et faire du Scala? Pour une très simple raison. Je passe mon temps à faire des conneries quand je code. Enfin, ça arrive à tout le monde, mais des erreurs d'inattention, ça arrive tout le temps. Et du coup, si je me suis mis à faire du Scala, c'est pas pour me sentir intelligent en fait. C'est tout le contraire. C'est parce que je me fais pas confiance. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose de très carré qui surveille ce que je fais. On va commencer avec un petit exemple pour s'échauffer. Euh, on va avoir une API HTTP qui est pas du tout RESTful, mais bon, ça vous me pardonnerez. C'est pas trop le but de l'histoire. On a un endpoint, on lui passe un nombre en query parameter et le but de cette API c'est de nous renvoyer ce nombre plus 5. Exemple qui n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Alors, une première implémentation, je suis désolé, c'est du Scala. Ça va aller? Qui comprend le Scala ici? Waouh, cool. De toute façon, c'est pas du Scala très compliqué. Def, c'est comme en Python, c'est pour déclarer une méthode. Les types, on les met à droite des noms pour plein de bonnes raisons. Val, ça permet de définir une variable. Si vous suivez un peu les propositions pour l'amélioration de Java, ça doit peut-être vous parler. Donc globalement, moi je considère, enfin c'est une petite modélisation comme ça, c'est que ma query string, c'est une map avec des clés qui sont des chaînes de caractères, des valeurs qui sont des chaînes de caractères. C'est pas exactement la meilleure modélisation, mais on va dire que celle-là c'est la bonne. Donc j'essaye de récupérer la valeur qui correspond à la clé number dans mes paramètres. Ah non, c'est pas ça. Ça. Ensuite je vérifie que c'est pas une chaîne vide par facétie de la spec. Et si c'est bien défini, enfin si c'est pas une chaîne vide, je transforme le truc en int et ensuite j'ajoute plus 5 et c'est ce que je renvoie. Il n'y a pas de return dans ce cas-là, c'est la dernière valeur qui est renvoyée. C'est ok pour tout le monde ce code? Donc ce code il va très bien marcher. Dans certains cas, si on met une chaîne de caractères à number et que ça contient que des digits, ça marche. Si on n'a pas de truc number, on se prend alors pas une null pointer exception, mais une exception Scala un peu différente. C'est pas très important dans l'histoire. Et si au lieu de mettre des digits, vous mettez YOLO non number, bah, là on se prend une number format exception quand on appelle le toInt. Alors à ce moment-là, bah, la solution la plus simple, c'est de rajouter des try-catch. Et là, on va arriver dans ce qu'on appelle le Pokémon Driven Development. Gotta catch 'em all. Si y a une exception qui pète, ça va potentiellement péter d'autres trucs et c'est pas drôle. C'est pas grave, donc on va rajouter un null check, on va rajouter un try-catch et tout. Et là, on a un truc qui en gros, s'il y a un problème, ça renvoie 0, et si ça marche, ça renvoie 5. Ok? Bon, mettons qu'on veuille compliquer un peu l'exercice, et qu'au lieu d'ajouter 5 à un nombre, on prend deux nombres, enfin on prenne deux nombres, et on les ajoute ensemble. Je me suis amusé à coder le truc, ça écrit un peu petit, je suis désolé. On se retrouve sur un truc comme ça, avec des null checks imbriqués, des try-catch imbriqués et tout. Et là, bah, c'est un peu compliqué. Enfin, je vais pas planquer d'erreur là-dedans, mais s'il y en avait une et qu'il fallait la trouver, ce serait un peu galère. En fait, le code, il ressemble plus au problème. Le problème, c'était on prend un nombre, on prend un deuxième nombre, on les additionne. Ça n'a aucun rapport. La structure du code et la structure du problème sont décorrélées.
Et ça, c'est vraiment pas cool. En fait, ce qu'on appelle créer de la complexité accidentelle. Notre solution, elle est complexe, elle est plus complexe que le problème. Et le delta de complexité, c'est ce qu'on appelle la complexité accidentelle. Et ça, c'est pas cool. On va essayer de repenser le truc un peu mieux. L'idée, c'est de dire, on avait une information, enfin, on a une information, on va essayer de la mettre dans le type system. Déjà, première source d'erreur. Quand j'essaye dans une map de prendre une clé qui n'existe pas. Donc, dans une map, à partir d'une clé, j'ai peut-être une valeur. Je n'ai pas forcément une valeur. Si la clé est définie, alors oui. Si la clé n'est pas dans la map, alors non. Donc ça, on peut dire, j'ai ma map string string, j'ai une clé string, et au lieu de renvoyer une string et de péter une exception sinon, je renvoie quelque chose qui est une maybe string qui dit bah, peut-être j'ai une valeur, peut-être j'en ai pas, on sait pas. Pareil, à partir d'une chaîne de caractères, je peux récupérer un entier, peut-être. Si la chaîne de caractères elle est composée uniquement de digits et que tout va bien, ça va. Et que la chaîne de caractères ne représente pas un entier plus grand que int max et tout ce genre de petites trucs rigolotes. Je peux avoir une fonction parse int qui prend une chaîne de caractères et qui renvoie maybe un entier, qui renvoie peut-être un entier. Bon, évidemment, on n'est pas en Go, donc on ne va pas faire un type spécifique pour chaque truc. Il y a un truc qui s'appelle le paramétrisme, c'est trop bien. On fait une option, soit elle n'est pas définie, soit elle est définie, on a une valeur. Si vous suivez Java 8, vous avez dû entendre parler de optional. Donc on va réécrire notre code, on se trouve parse int, ça renvoie une option de int, et le get sur une map, ça renvoie une option de valeur. Okay, on peut combiner les deux, on donne une map de string string, une clé, on récupère une option de int. En gros, on commence par récupérer une option de string. Si elle est définie, on la passe à une fonction qui transforme la string en option de int. Et on se retrouve avec une option de int. Si jamais il y a une des étapes qui fail, bah à ce moment-là, on a un none et puis voilà, c'est pas grave. Donc là, le code final, c'est ça. Enfin, le code final, je veux dire par rapport à ça. C'est ça. C'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux, personnellement. Le but, en fait, dans l'histoire, c'est si on arrive à avoir la corrélation entre le problème et le code, c'est qu'on a du code qui est correct par construction, en fait. En mettant nos contraintes dans le système de type, si on fait quelque chose d'incorrect, ça ne va pas compiler, on ne va pas pouvoir le construire. Donc si quelque chose existe, c'est qu'il satisfait des contraintes, et ça, c'est cool. Il y a une autre manière de le dire que vous verrez peut-être, s'appelle obviously correct. En gros, c'est de se dire, en regardant le code, c'est pas une preuve formelle, mais en regardant le code, il n'y a aucune manière pour qu'il puisse pas être correct. C'est pas du tout formel, mais ça fait le taf. Alors là, en général, il y a un développeur Python qui va me dire ouais, mais moi j'écris des tests, du coup j'ai tout testé et j'ai pas besoin des types, j'ai des tests. C'est pas une question très intéressante. Je pense que à peu près tout le monde sera d'accord pour dire que écrire aucun test c'est pas une très très bonne idée. C'est en tout cas pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que utiliser uniquement des tests pour vérifier que son code est correct, c'est se priver d'un outil très pratique et c'est un peu dommage. En fait, les tests, ça correspond à un truc mathématique, un concept mathématique qui s'appelle le quantificateur existentiel, le E à l'envers. Si vous avez fait des maths au lycée, vous devez peut-être vous en rappeler. Ce truc-là, ça définit le fait l'existence de quelque chose. Et pour citer le grand Dijkstra, les tests, ça montre la présence des bugs et pas leur absence. Ça, c'est vachement important. Par exemple, on a une fonction de int vers int. Et il y a combien d'entrées à tester pour ça? Il y en a beaucoup. C'est ça, évidemment, si le code est déterministe. S'il y a des effets de bord en plus, là, c'est infini. Bon, évidemment, sur une archi 64 bits, c'est encore un peu plus. C'est grand comme nombre, hein, c'est vraiment grand. Là, combien de cas à tester pour une fonction chaîne de caractères vers chaîne de caractères? À peu près infini. Sachant qu'on est limité par la mémoire de la machine, mais c'est globalement infini. Encore une fois, si le code est déterministe, puisque c'est infini, c'est infini. Les types, c'est pas ça. Les types, on prouve des choses par construction. Et on écrit une preuve en fait. Ça correspond au quantificateur universel. Ça, c'est bien en fait. Les tests, c'est pas exhaustif. Les types, c'est de l'induction. On prouve des choses. En fait, il y a une équivalence entre les types et une propriété dans un système logique. Et si on poursuit la vision,
un programme qui compile et qui a un type, bah, c'est équivalent à une preuve recevable pour notre propriété. Donc en fait, quand on réfléchit en termes de type, bah, on peut réfléchir en termes de propriétés mathématiques. Par exemple, quand on a un type int, on sait que l'objet, on a des propriétés, toutes les propriétés qui tiennent sur les entiers, on sait qu'elles marchent. Après, le but, c'est pas de faire de la preuve formelle. C'est un peu lourd la preuve formelle, et si vous n'êtes pas en train d'écrire du code pour l'aéronautique, c'est un peu compliqué, quoi. Mais cette cohérence en fait entre preuve et type, enfin entre preuve et programme et type et propriété, bah, ça fait que les programmes codés de cette manière, en fait, ils ont la même structure qu'une preuve. Alors c'est pas une preuve formelle. Pour ça, en général, on dit probably correct. C'est-à-dire que on pourrait faire une preuve formelle si on voulait, mais en général, on n'a pas le temps. Et c'est toujours mieux qu'avoir du code qui a aucun rapport avec une preuve, quoi. C'est pas parce qu'on fait, le truc jusqu'au bout du délire que ça n'a aucun intérêt. Bon, évidemment, si on a nos propriétés, ben, l'intérêt c'est d'avoir des propriétés intéressantes. En général, ce qu'on veut, c'est des propriétés liées à notre logique métier. Parce que si on a des propriétés à la con, on est très content, mais ça ne nous sert pas dans la vie de tous les jours. Un des outils les plus intéressants, un des outils qui apporte le plus avec quasiment rien, en ce cas-là, par exemple, c'est que les structures de contrôle sont typées. Par exemple, un for ou un if, il y a des types qui sont vérifiés. Là où en C ou en Java, il n'y a pas de types qui sont vérifiés. Ça repose sur un truc super important dans les langages fonctionnels, c'est que tout est une expression. Un if, en ce cas-là, c'est une expression qui a un type. Du coup, si c'est un type, on va vérifier que tout va bien. Par exemple, un if, bah, le compilateur va vérifier que chaque branche du if produit une valeur du même type. Donc ça, c'est une vérification d'une structure de contrôle faite par le compilateur. Et ça, c'est possible parce que tout est expression. C'est pareil pour le for en ce cas-là. Donc ça, typiquement, il y a énormément de bugs de control flow qui peuvent être détectés par le compilateur à partir du moment où on laisse le compilateur vérifier les types dans les structures de contrôle. Il y a maybe ou option ou optional que je vous ai montré, ça se permet de dénoter l'absence de valeur. Il y a un truc très cool aussi, c'est les listes non vides. C'est une liste avec au moins un élément. Une liste sur laquelle vous pouvez appeler .head sans avoir de risque. Quand on parcourt un arbre, c'est extrêmement bien parce qu'on a toujours la racine. Donc on sait que le chemin sur un arbre, bah, il y aura toujours au moins un élément, des choses comme ça. Ça, c'est cool. Il y a des trucs bien aussi. Un new type, c'est un type qui wrap un autre. Typiquement, on a une adresse email, on veut la parser, vérifier que globalement il y a un arrobase dedans. Ben, une fois qu'on l'a parsé, au lieu de se balader avec une chaîne de caractères, on va avoir un type email qui dit j'ai été parsé, je suis bien une adresse email. Mais c'est un truc qui est vérifié à la compilation et qui est éliminé après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût au runtime. Au runtime, c'est une chaîne de caractères toute bête qui se balade. Par contre, à la compilation, vous ne pouvez pas utiliser une chaîne de caractères à la place d'un email. Le smart constructor, c'est une fonction en gros qui prend une chaîne de caractères qui renvoie une option d'email. Et vous masquez toutes les autres possibilités de construire une valeur de type email. Comme ça, quand vous avez un email, vous avez la garantie faite par le compilateur qu'elle a bien été parsée. Là où sinon, vous avez des commentaires au-dessus des méthodes, genre cette chaîne, ça doit être un email, et il faudrait qu'il eût été parsé, ça serait mieux, sinon ça pète. Les types tagués aussi, c'est un truc assez rigolo. Il y a une sonde martienne qui s'était crashée à une époque parce qu'il y avait une équipe européenne et une équipe américaine. Et il y en a un, à un moment, ils ont multiplié des miles avec des kilomètres et pouf, la sonde. Là, l'idée, c'est qu'on va mettre un type marqueur, pareil, va être éliminé à la compilation. Et au lieu d'avoir un type int tout bête, on va avoir un type int at meter ou int at mile. Comme ça, on marque l'unité dans le type. Et on n'est pas capable de mélanger sans faire exprès ces trucs-là. Ça, c'est aussi très bien quand on a des étapes à faire l'une après l'autre, mais avec un type qui reste le même. Par exemple, j'ai envie de calculer la réduction avant de calculer le calcul TTC. Et ben, même si chaque méthode elle renvoie un int structurellement, on peut taguer avec le truc, comme ça on ne peut pas essayer de calculer les taxes si on n'a pas déjà appliqué les réductions, des choses comme ça. Ça, c'est extrêmement simple à mettre en place et ça simplifie grandement et c'est clairement de la logique métier. Ça. On peut aller plus loin. Si vous faites du Rust, c'est cool. En Rust, ils ont réussi à mettre la gestion de la mémoire dans le type system. Et ça, c'est super cool en fait. C'est vérifié statiquement à la compilation. Il n'y a pas besoin de GC. Parce que statiquement, on a vérifié qu'on n'avait pas de double free ou qu'on oubliait des mallocs dans des coins.
Et en plus, en Rust, en fait, la manière dont c'est fait, c'est beaucoup plus générique que juste la gestion de mémoire, c'est la gestion de ressources. Donc là, un truc qu'un GC n'est pas capable de faire. Un GC, il va pas aller fermer automatiquement vos connexions à la DB. Ça serait un peu violent. Alors qu'en Rust, avec ce qu'on appelle des types linéaires, on est capable de dire, bah là, je m'en sers plus, donc je la ferme. Et tout ça statiquement, donc, sans surcoût, sans pause du monde. Alors tout ça, c'est des outils bien cool. C'est sympa, hein, franchement, c'est bien. Mais l'outil le plus intéressant, c'est pas un petit gadget comme ça, c'est un truc qui est beaucoup plus fondamental. C'est quelque chose qu'on appelle le paramétrisme polymorphique. Comme a priori on a Devox et on est plutôt dans le monde Java, vous connaissez sans doute ça sous le nom de générique. Ok? Ça, si vous voulez être type safe, si vous voulez vraiment utiliser le système de type pour éviter de faire des conneries, ça c'est la feature la plus importante. Si vous n'avez pas cette feature, vous n'allez pas faire grand chose. Le principe de base des génériques, alors moi quand on me l'a appris, on m'a dit c'est pour pas se répéter. Oui, c'est pour pas se répéter, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça en fait. Quand on fait un générique, on dit ça, ce type-là, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. Je peux faire aucune hypothèse sur ce type, et du coup, bah, ça réduit le champ des possibles. Et ça réduit le champ des possibles que sur les implémentations qui nous intéressent. Par exemple, on a une fonction qui pour tout A, prend un X de type A et qui renvoie une valeur de type A. À votre avis, il y a combien d'implémentations non pathologiques de ce type? Il n'y en a qu'une seule en fait. Comme vous ne savez rien sur A, a fortiori vous ne savez pas construire un A, bah, le seul moyen de renvoyer un A, c'est de donner celui qu'on nous a donné. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le entre crochet A, se dire quel que soit. Ça doit marcher pour n'importe quel A. C'est ça qui est important à comprendre. Pareil, celle-là, c'est la même chose. Il y a une seule implémentation non pathologique. Pour produire une fonction de A vers C, la seule chose à faire, c'est appliquer F puis G. On ne peut rien faire d'autre, on ne sait pas construire un C autrement, ni un B. Après, ça, c'est des cas cool où il y a une seule implémentation non pathologique, mais c'est pas parce que c'est pas tout le temps le cas que c'est pas intéressant. Par exemple ça, oula. Par exemple ça, une fonction qui prend une liste de A, qui renvoie une liste de A. Les implémentations qui respectent ce type et non pathologiques, il y en a une infinité. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va être capable d'avoir des propriétés sur cette fonction. Par exemple, je sais rien sur A. Donc si on me donne une liste vide, bah, je pourrais pas renvoyer autre chose qu'une liste vide. Okay, donc si on appelle cette fonction sur une liste vide, on peut renvoyer rien d'autre qu'une liste vide, sans faire n'importe quoi. En fait, plus généralement, s'il y a une valeur dans le retour de la fonction, c'est forcément une valeur qui était dans l'argument. Niveau intuition, en fait, ça nous dit que la fonction, elle traite uniquement la structure de la liste et elle ne s'intéresse pas à ce qu'il y a dedans. Il y a un papier qui s'appelle Theorems for Free, qui est vachement bien, qui en gros, à partir de signatures de type, permet de dériver des théorèmes sans regarder l'implémentation de la fonction. Juste en regardant la signature de la fonction, on est capable de dériver des théorèmes sur le comportement de la fonction. Par exemple, là, j'ai un trait imaginaire list, qui aura une opération filter et map. Rien qu'à partir de ces signatures de type, un des théorèmes for free que je peux dériver, c'est que si je fais le map puis le filter, ou si je fais le filter puis le map, en composant comme il faut, c'est exactement la même chose. Juste avec les types, on n'a pas regardé les implémentations. Ça, c'est vachement puissant. Pas besoin d'écrire des tests en fait pour ça, parce que là, on a une preuve par construction, une preuve mathématique. Alors évidemment, j'ai répété non pathologique à de nombreuses reprises. Vous savez aussi bien que moi que toutes les fonctions que je vous ai montrées, il y avait beaucoup plus d'implémentations possibles qui compilent. La première chose à voir, c'est qu'il y a des choses qu'on peut éviter de faire, et si on évite de les faire, on est dans le monde merveilleux où on peut réfléchir mathématiquement sur nos fonctions. La première chose, c'est qu'il faut arrêter d'employer null. Alors, la raison habituelle pour dire ne faites pas de null, c'est les null pointer exception, c'est chiant. Oui, mais c'est beaucoup plus grave que ça d'employer un null en fait. On sait qu'une propriété, c'est comme un type. Une preuve, c'est comme un programme. Bon, null, c'est quoi? Null, c'est une valeur qui peut être dans n'importe quel type. Si on va dans le monde des propriétés,
Null, c'est quelque chose qui peut prouver toute propriété. Par définition, un système logique où quelle que soit la propriété, elle est vraie, ça s'appelle un système logique incohérent, et c'est pas très utile. Donc à partir du moment où vous utilisez null, toutes les règles sur lesquelles vous pourriez vous baser, vous les rendez caduques. C'est pas cool. Deuxièmement, la réflexion, c'est mal. La type erasure, c'est bien. Enfin, modulo des problèmes de perf for runtime, mais c'est un autre sujet. À partir du moment où on fait de la réflexion, le concept de base du polymorphisme paramétrique qui est, genre, je sais pas quel type c'est, je peux faire aucune hypothèse dessus, ben ça on le pète. Une fonction qui prend un A par exemple et qui envoie une chaîne de caractères. Normalement, ça c'est une fonction qui ignore son argument et qui envoie toujours la même chaîne de caractères. Parce qu'on ne sait rien sur A, on ne peut pas interagir avec. Alors, si on utilise de la réflexion, évidemment, bah, ça on casse. Dans le même délire, tout ce qui est toString equals hashcode, toutes les fonctions définies sur javalang.object, c'est le même délire. À partir du moment où on peut utiliser ces méthodes sur n'importe quel objet, bah, à ce moment-là, l'idée de se dire je sais rien sur l'objet, elle marche plus. Bon, ça jusqu'ici, petit toString de temps en temps pour le debug, mais et encore, faut éviter. Là, je vais aller dans du plus controversé de plus en plus. Les exceptions, c'est comme null en fait. Si vous faites un throw au lieu de renvoyer une valeur, bah, vous renvoyez jamais votre valeur. Et vous avez une valeur qui peut prouver, une preuve qui peut prouver n'importe quelle propriété. Votre système logique est inconsistant et il ne vous reste plus qu'à pleurer. On peut se débrouiller sans exception, je sais, ça fait bizarre. Il y a des gens qui font plein de trucs avec des exceptions. Alors, vous allez me dire Go. Ouais, Go, c'est pas top, mais il y a des langages qui se débrouillent bien mieux que Go sans exception, je vous rassure. Le dernier point, c'est les effets de bord. Si j'ai ma fonction qui prend A, qui envoie une chaîne de caractères et qui, dans son corps, lance un ICBM pour essayer de rayer un pays de la carte, et, moins grave, va lire dans l'environnement, bah là vous avez une fonction sur laquelle vous ne pouvez pas réfléchir. Et là la signature de type elle vous ment. C'est pas cool. Donc le truc standard sur les effets de bord, c'est il y a toujours des fonctions dans votre code qui renvoient une valeur qui vous intéresse. Vous avez toujours peur de les appeler parce que peut-être ça va causer quelque chose. Et vous savez jamais, il faut demander à la personne qui a codé la fonction, ou alors faut aller lire le code, c'est chiant. Heureusement, il y a un papier qui va vous rassurer qui s'appelle Fast and Loose Reasoning is Morally Correct, qui est une étude statistique sur si on est une équipe de gens bien raisonnables et qu'on n'utilise pas toutes ces features pourries du langage et qu'on fait bien attention, à ce moment-là, si on fait comme si on était dans le monde magique où tout marchait, est-ce que ça se passe bien? Et la réponse est oui, ça se passe bien. En gros, c'est une étude qui dit que si vous faites des bonnes pratiques, c'est cool. Je schématise un peu. Bref, je vais repartir sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le Type Directed Development. Alors, il y a plein d'ayatollahs des types qui vont vous dire que si vous n'utilisez pas des types, vous êtes des mauvais professionnels et qu'il faut que vous arrêtiez, que c'est pas bien. Faut pas se laisser culpabiliser, on est des professionnels, on utilise les outils qu'on a à notre disposition. Il y a certains outils qui sont très puissants, autant s'en servir et c'est tant mieux. Et il y a des outils très puissants, dans certains cas ça marche pas. Si vous essayez de planter un clou avec un tournevis électrique, ça va pas marcher. Le tournevis électrique c'est un outil très puissant, c'est très bien. Et vous n'allez pas planter des clous avec. Ou alors si, mais en cognant dessus, et à ce moment-là, ça ne peut pas être cool. Bref, les types, ça ne peut pas tout prouver. Ok, c'est pas pour autant qu'ils sont inutiles. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est surtout de la confiance, en fait, dans mon code. Il y a quelques années maintenant, j'avais un projet, c'était un side project, j'ai dû faire quelques dépendances. Je suis passé de Play 2.2 à 2.3, j'ai upgradé Scala Z en version majeure, et j'ai changé la bibliothèque d'accès à la DB, parce qu'il y en avait un peu plus, je l'ai mis. J'ai changé le truc, j'ai commencé avec 200 erreurs de compilation, et 3 soirs plus tard, parce que c'était un side project, je faisais le soir, ça a compilé, j'ai lancé les tests, ils passaient, la migration était finie. Je n'ai pas réfléchi en fait. J'ai réfléchi au début quand j'ai changé les choses dans
dans mes dépendances, et quand j'ai changé 2-3 types, ça j'ai eu bon 20 minutes de réflexion. Ça c'était voilà. Et après, tout le reste c'était le compilo qui me disait ah, là change ça, là change ça. Et après c'était complètement mécanique, je faisais ça le soir. Et j'ai pas réfléchi, et au bout de 3 jours ça marchait, la migration était finie. Fin de l'histoire. Ça c'était grâce au type. Ouais. Là, il se trouve que j'ai fait quand même tourner les tests pour être sûr, mais ça marche. Il y a un autre truc que ça m'apporte, c'est que ça m'a permis de réfléchir de façon modulaire. Comme les types, ils me prouvent des conditions, c'est-à-dire les arguments qu'on me donne, ils ont des types, donc ils ont des propriétés, et l'argument que je renvoie, c'est une post-condition. Toutes ces propriétés, elles sont vérifiées aux frontières de ma fonction, aux arguments qu'on me passe, enfin aux paramètres que j'attends, et aux résultats. À l'intérieur de ma fonction, je réfléchis que à ma fonction, et le reste du monde, j'en ai rien à foutre, parce que les types me donnent une propriété. Si vous avez déjà fait un peu de preuve formelle, le concept de triplet dehors, avec les prépositions, post-conditions et le code, c'est ça en fait, mais là c'est exprimé au niveau des types. Alors après, c'est très bien, on dit toujours ouais les types c'est bien parce que c'est safe et tout. Oui c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais c'est pas le plus important sur les types. Moi les types c'est ok, ça me donne de la confiance quand je code, mais c'est un outil qui m'aide à réfléchir en fait. Quand j'ai un algorithme un peu compliqué, je vais le découper. Vous savez, l'analyse descendante, le truc qu'on a fait il y a très longtemps où il fallait écrire des algorithmes en pseudocode sur une page de papier. On avait un premier problème, ensuite on le découpait en problèmes plus petits. Ça, on l'écrivait avec du pseudocode et tout, c'était super lourd. Ça, je fais ça avec des signatures de type maintenant en fait. J'ai la signature de type qui décrit mon gros problème, et puis ensuite je compose des plus petites fonctions avec des plus petites signatures de type jusqu'à ce que j'ai fini. Là, c'est bien en fait parce que ça me permet d'être cohérent étape par étape. Chaque fois, le compilateur me dit jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. En ce cas-là, on peut faire ça. C'est un peu dégueulasse, mais ça marche. Il y a une méthode magique qui s'appelle 3 points d'interrogation, qui a pour type nothing. C'est un truc qui est sous-type de tout le monde. Donc, si vous calez ça à la place de n'importe quel bout de code, ça va faire comme si c'était là. Au runtime, ça va péter une exception et c'est ce qu'on veut. Mais ça vous permet d'avoir les checks de compilation sur du code qui n'est pas entièrement écrit. Ça, c'est très pratique. Là, j'ai une méthode. Je sais que je dois transformer une liste de quelque chose en liste d'autres choses, donc a priori, je vais appeler map dessus. Je mets ma méthode. Ma méthode, je ne sais pas encore ce qu'elle va faire, mais je mets déjà sa signature et les 3 points d'interrogation. Et comme ça, le compilateur me dit, c'est bon, tu as le droit de faire ça. Il y a un truc à voir, c'est que le type check, c'est pas la compilation. Compilation, c'est générer un binaire. Le type check, c'est vérifier des règles statiques sur votre code. Dans la plupart des langages et des toolchains, c'est 2 étapes qui sont mélangées. Il y a des langages comme Idris où c'est 2 étapes séparées. Ça, c'est vachement bien. Le truc nous dit ça type check. Par contre, il y a tel et tel bout de code qui ne sont pas définis. Donc, je ne peux pas produire un binaire avec ça. Mais en attendant, ce que tu as fait, ça marche. Il te reste juste ça, ça et ça à faire. Il y a un truc qui s'appelle aussi assez marrant, qui s'appelle développement dirigé par les trous. En français, ça passe pas très bien comme nom. M'excuserez. L'idée de base, en fait, c'est de forcer le compilateur à faire des erreurs. Et les erreurs de compilation, ça va nous guider. Là, j'ai une fonction compose que je ne sais pas écrire. Du coup, je crée un case object qui a un type qui correspond à rien. Et je le mets là. Et là, le compilateur va me dire, unexpected type. Je devais avoir une fonction de inversée. J'ai eu un truc de type all. Donc, étape par étape, on va commencer à construire notre code en cherchant, là, c'est une fonction. Donc, je vais prendre un paramètre de type A. Ah, maintenant, il faut que je produise un truc de type C. Ça, je peux produire en appelant f sur quelque chose. Et ainsi de suite, ainsi de suite. J'arrive à mon implémentation de manière très mécanique. Pour ceux qui ont fait du coq ou des choses comme ça, utiliser des assistants de preuve, c'est exactement la même chose en fait. Enfin, c'est littéralement ça. On écrit étape par étape ce qui se passe, et puis à chaque fois, le compilateur nous dit il te reste ça à prouver, ou alors il te reste ça à implémenter dans notre cas. On peut le faire avec fmap. C'est assez pratique quand il y a des bouts de code où vous n'êtes pas très sûr. Vous ne comprenez pas trop ce que vous faites, mais au moins vous pouvez arriver à du code qui a du sens, même si vous n'avez pas tout compris. C'est pas toujours très rassurant, mais parfois ça marche très bien. Donc le TDD. Alors il y a certaines personnes qui disent que TDD se dit Test Driven Development. Je sais pas trop, ils ont entendu ça. Le principe de Test Driven Development, c'est le petit cycle, red, green, refactor. On commence par écrire des tests qui ne passent pas.
Ensuite, on écrit l'implémentation la plus naïve possible qui fait passer les tests. Et ensuite, on refactor. Bon, le type-driven development, c'est pareil. Sauf que au lieu d'écrire les tests en premier, on va écrire les types en premier. Et ça, c'est assez pratique. Les types, ça rend la communication facile en fait. C'est un langage qui est très concis, qui permet de décrire des choses. Comme c'est un langage concis, ça permet de communiquer. Ça permet de communiquer avec les machines, évidemment. Bah, le type checking, c'est la première des communications. Quand vous déclarez des types et que le compilateur vous dit bah, oui ou non, ça c'est un dialogue que vous avez avec le compilateur. Dialogue avec vous qui êtes gentil et le compilateur qui vous insulte en allemand, mais un dialogue quand même. Le tooling, vous avez tous des IDE. Vous savez très bien, vous voyez très bien la différence de tooling entre un langage dynamique et un langage à typage statique. Bah, quand on a les types, c'est quand même plus simple. Quand le tooling en fait dans les IDE pour langage dynamique, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une analyse statique du code, c'est-à-dire que l'IDE infère des types en fonction de ce qui se passe pour être capable de faire du tooling. Si vous avez les types en tête, autant les dire au compilateur, vous allez vous éviter des conneries. Et pour ça, il va falloir rester avec moi pour la slide suivante. Il faut que vous appreniez la syntaxe des types de Haskell, c'est très important. Je ne dis pas d'apprendre Haskell, prendre la syntaxe des types de Haskell. Il y a un truc très bien en Haskell, c'est que les signatures de type, elles ne sont pas mélangées avec le code. C'est une ligne au-dessus de la fonction. Donc c'est un langage qui est à part et qui ne se mélange pas forcément avec le code de Haskell. Donc ça, c'est un langage très petit et très simple à apprendre. Là, c'est une fonction de A vers A. C'est un nom de type qui commence par une minuscule, donc c'est un type paramétrique. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez entre crochet ou entre chevrons le A. Ça, c'est une fonction de int vers int. Il y a une lettre majuscule, c'est un type concret. Ça c'est quoi? C'est une fonction qui prend un A et qui renvoie une fonction qui prend un B et qui finit par renvoyer un A. Alors ceux qui ont assisté à mon quickie hipster dans la mezzanine voient où je veux en venir. Ça, vous pouvez penser, c'est à peu près équivalent à ça. C'est une fonction qui prend un A et un B et qui renvoie un A. En Haskell, l'intérêt, c'est que ça, comme c'est équivalent, c'est unifié. Il n'y a pas de fonction de plusieurs arguments en Haskell. Il n'y a que des fonctions de un argument qui renvoient une fonction avec un argument de moins. Ça paraît chelou comme ça, mais en fait, ça unifie énormément de trucs, ça simplifie les choses et ça permet de faire plein de choses. C'est vraiment cool. Ça, c'est juste, je pense que c'est le truc le plus dur à apprendre dans les slides. Ça devrait aller. Il y a un autre truc aussi, c'est ce qu'on appelle les type classes. Là, j'ai une fonction, donc à droite de la flèche, c'est le type de la fonction. J'ai une fonction qui prend une liste de A et qui renvoie une liste de A. Et j'ai comme propriété que A est ordonnable. Vous savez, comme comparable ou comparator. Là, ce qu'on dit, c'est que j'ai une fonction qui prend une liste, qui renvoie une liste. Et la seule chose que je sais sur les éléments, c'est que je peux les comparer 2 à 2 pour savoir lequel est le plus grand. À votre avis, elle fait quoi cette fonction? Elle fait un sort. Une fois qu'on a la gymnastique, on regarde cette signature, on sait immédiatement que c'est un sort. C'est pas mal. On a décrit le concept de tri en, je sais pas, une dizaine de caractères. Plutôt cool. Quand je dis que c'est concis, c'est concis. Et du coup, les signatures de type en Haskell, elles déclarent nos intentions. Ça, c'est une signature de type. Elle déclare ce qu'on veut faire. Et il y a un bidule trop bien en Haskell, c'est presque de la triche, je vais vous le montrer, vous allez être dégoûté. Ça s'appelle Hoogle. C'est un moteur de recherche, vous lui donnez une signature de type, il vous donne la fonction. Par exemple, j'ai une liste et je veux enlever tous les éléments en double. Enfin, en gros, je veux virer les éléments dupliqués. Bah, un type, pourquoi? On a une liste de A, on renvoie une liste de A. La seule chose que je sais sur A, c'est que je peux comparer avec l'égalité. C'est comme ça que je sais si des éléments sont en double. C'est ça le type de cette fonction. Si je tape ça dans Google, je tapais pas lentement à l'époque, pas vite. Bah, ça me sort la fonction qui fait nub, qui fait ça. Alors, comme je ne suis pas un British pure souche, le fait que nub veuille dire littéralement enlever les éléments en double, ce que j'ignorais, je trouve que là, le type il est plus parlant que le nom. N'en déplaise à Rod Johnson. Pareil, j'ai une liste d'options.
Si toutes les options sont validées à ce moment-là, je veux qu'on me donne la liste. S'il y en a une qui n'est pas validée, je veux qu'on me renvoie none. Je tape ça dans Google. Alors là, non seulement Google, il m'a trouvé la fonction que je veux, mais en plus, il s'est dit, ouais, en fait, toi, ce que tu as demandé, c'est un cas particulier d'un truc plus intéressant, donc on va s'emmerder avec ce que tu m'as demandé. Moi, je vais te répondre sequence. Ça prend une liste de MA et ça envoie un M de liste de A avec M qui est une monade. C'est un mot qui fait peur. On pourra en parler après si vous voulez. C'est pas l'intérêt. Là, Google nous a permis d'apprendre un nouveau concept en fait. On a demandé un cas particulier et Google nous a dit non mais en fait ce que tu veux vraiment c'est faire ça, c'est un cas plus général. Ce qui est pas mal. Au lieu de répondre bêtement à notre question, il a amélioré notre question. Bon alors, communiquer avec les machines c'est bien. J'ai un bot Twitter, j'aime bien parler avec lui, mais c'est pas ce que je fais toute la journée. Ce que je fais toute la journée quand je code, c'est communiquer avec des humains. Les humains de Clever Cloud sont un peu spéciaux, mais ça reste des humains. Quand je code en JS, j'utilise des types. Ils sont pas dans le code JS, ils sont dans ma tête ou sur du papier ou dans des commentaires, mais j'utilise des types quand même. Mettre des types dans un programme, c'est pratique, ça permet de communiquer avec un ordinateur, mais c'est pas tout. Et du coup, ça c'est important. Après, je l'ai dit avant, les types, ça peut pas toujours tout prouver. C'est pas un problème. Par exemple, notre fonction reverse, le type prouve pas tout. J'ai quelques propriétés, c'est intéressant. Maintenant, sachant ces propriétés, à votre avis, j'ai besoin d'écrire combien de tests pour avoir une définition à peu près exhaustive du fonctionnement d'une fonction reverse? À votre avis, combien de tests? 2 tests. Il y en a un, c'est de s'assurer que le retour a la même longueur que la liste donnée. Ça, c'est pour éviter qu'on envoie une liste vide tout le temps. Le deuxième test, c'est un test qu'on appelle à propriété. Étant donné deux listes XS et YS de type A, enfin de type liste de A, et étant donné que je puisse comparer les éléments de type A pour l'égalité, ça permet de savoir que c'est les mêmes, bah à ce moment-là, inverser la concaténation de XS et YS, c'est équivalent à inverser, YS et concaténer ça avec l'inversion de XS. Et ça, c'est un test écrit avec du code. Je pas besoin de. Je peux exprimer quelque chose que je ne peux pas exprimer avec des types. Mais je garde le côté propriété du type en fait. Parce que moi, je donne une fonction à qui le framework de test donne les éléments. Et moi, je décris une propriété. C'est quasi exhaustif. Un type, il va prouver ces propriétés-là par construction et ce sera exhaustif. Là, je prouve une propriété de manière quasi exhaustive. En vrai, formellement, je ne prouve pas grand-chose, mais c'est énormément plus puissant que si c'était moi qui écrivais les cas de test. Parce que ça, ce truc-là, il va aller vicieusement dénicher tous les cas chelous. Et il va se faire un plaisir de les essayer. Permet de tester les specs aussi dans l'industrie automobile. Le mec qui a inventé ce concept-là, il s'amuse à rentrer les specs automobiles dans ce framework de test. Et comme ça, il va voir les gens qui font les specs en disant il y a une incohérence à telle ligne et telle ligne de votre spec. Faites votre taf, s'il vous plaît. Donc, moi, quand je code, je commence par écrire des types. Okay, ça décrit globalement comment se comportent mes fonctions, comment elles sont liées les unes aux autres. Ensuite, tout ce que je n'arrive pas à exprimer dans les types, je l'exprime dans des tests à propriété. Et les trucs très particuliers, je les exprime dans des tests unitaires standards. Du coup, je vous propose cette nouvelle pyramide des types, qui n'a rien à voir avec celle que vous connaissez, désolé, où le bas, le gros du taf, c'est fait par les types, ensuite par les tests à propriété, ensuite les tests unitaires. En vrai, ça ressemble à quoi? Je commence par écrire le type des fonctions. Donc là, comme ça, je fais toutes mes fonctions liées les unes aux autres. Ensuite, j'écris des tests à propriété qui vont me prouver des propriétés entre la sortie de la fonction et l'entrée de la fonction. Okay, en gros, je vais demander deux valeurs au framework de test, les appliquer sur la fonction et ensuite vérifier qu'il y a bien les propriétés qui restent sur le retour. Là, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des opérations sur un type plus des règles.
Ça, si vous voulez vachement vous la péter, avoir l'air de gros matheux de ouf, vous pouvez dire que vous avez une algèbre. C'est ça, c'est la définition d'une algèbre. C'est des relations et des propriétés. Enfin, des relations et des lois. Et uniquement là, vous allez décider quelle est votre data structure. Ça vient quasiment dernier, juste avant l'implémentation. Et bon, mettez des unit tests quand il y a des régressions, des choses comme ça, c'est assez pratique. Après, vous pouvez profiter. Donc, pour conclure, les types, c'est dans un ordre d'intérêt ascendant. Un truc de safety, ouais, ça aide de votre code à être plus safe, ça c'est clair. C'est aussi un outil de raisonnement à haut niveau. C'est un langage qui est concis, donc ça permet de raisonner en maîtrisant la complexité de ce qu'on a dans la tête. Les types, ça permet d'abstraire le comportement, on pense pas à l'implémentation, on pense juste au type. Et ça nous permet de voir comment notre code se comporte sans avoir toute la complexité du code dans la tête. Ce serait impossible sinon. Et plus intéressant, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un outil de communication avec vous, avec vous-même. Quand on bosse sur une base de code, le vous dans 3 mois, il aura sans doute pas du tout le même avis sur le bout de code ultra intelligent que vous venez de faire. En général, 3 mois après, on regarde, ah, qui est le con qui a commité ça, on fait un git blame et là on voit son propre nom. Ah, c'est dommage. C'est un outil de communication avec les machines. La compilation, c'est bien. On est dans une conf Java. Je ne vais pas faire l'article du tooling Java. C'est un des meilleurs toolings que je connais. C'est ça, entre autres, grâce au système de type. Donc ça, c'est cool. Mais le plus important, c'est que c'est un outil de communication avec les humains. La programmation, ok, ça génère des programmes qui vont tourner des trucs. Mais la programmation, c'est encoder des process dans quelque chose de répétable. Et ça, les process, vous les encodez parce que vous êtes capable de communiquer avec les autres. C'est ça qui est le plus important. Donc les types, c'est bien, mangez-en. Il va changer le GIF, il commence à vieillir. Si vous voulez apprendre des trucs, si la théorie des types vous branche et que vous avez envie de vous taper des bouquins de maths assez velus, il y a 2 bouquins, TAPL, Types and Programming Language, appelé The Red Book, écrit par Benjamin Pierce. Théorie des types, c'est marrant. PFPL, Practical Foundation for Programming Languages, ça explore la relation entre les maths, la logique et les systèmes de type. Très très sympa aussi. Un peu ardu, mais passionnant. Si vous avez envie d'être efficace dans ce style de programmation, plutôt que connaître la théorie sur le bout des doigts, Functional Programming in Scala, c'est le bouquin rouge avec Scala écrit sur le côté, écrit par Runar Bjarnason et Paul Ciusano. Extrêmement rempli de plein de conseils pratiques. Très bien. Même au pire, ne lisez que le premier paragraphe, c'est déjà une mine d'informations. Il y a un bouquin qui est en train d'être écrit par Debashish Ghosh, Functional and Reactive Domain Modeling. L'idée, c'est de faire du domain-driven design, mais avec des outils fonctionnels. C'est vachement pratique. Et du coup, tout le design algébrique que je vous ai montré, c'est exploré en long, en large et en travers dans ce bouquin. Ça n'existe plus, on s'en fout. Si vous avez envie d'aller plus loin dans le délire de tout mettre dans les types, il y a un truc qui s'appelle les types dépendants, ça permet de faire dépendre un type d'une valeur. Et là, ça permet d'encoder tout ce qu'on veut. Les assistants de preuve, genre Coq et des choses comme ça, c'est basé sur ce système-là. Il y a un petit langage qui s'appelle Idris. Essayez-le. Il y a un bouquin pareil qui est en train d'être écrit, Type Driven Development with Idris, super bien écrit par l'auteur du langage. Je vous le reconseille ultra fortement si vous avez envie de vous amuser. Et le tooling est super bien pour un langage qui est encore très jeune. Merci à vous. Il y a un code pour utiliser Clever, Devoxx Rocks. Vous aurez 10 € de crédit offert en plus. Et comme toujours, je suis sur Twitter. J'ai 50 secondes pour les questions. S'il y a quelqu'un qui parle très vite, sinon on en parlera à l'extérieur. Merci.